bonjour, vous êtes donc directeur de la recherche chez FuAdvisor Valcan et avec nous tous les vendredis matins. Eric, vous êtes ici avec nous pour syncrétiser l'actualité politique, économique, monétaire, géopolitique, beaucoup en ce moment. Mais avant de rentrer dans le détail de ce qui, selon vous, a fait bouger les marchés actions cette semaine, une semaine qui s'écoule du jeudi au jeudi, on va commencer par le bilan de cette semaine écoulée. Alors c'est un bilan qui est positif, ça peut paraître paradoxal par rapport au news flow, comme on dit, par rapport à l'actualité que je vais commenter ensuite, mais c'est un bilan positif puisqu'on est en hausse du jeudi au jeudi de 1,5 à 2,5% entre l'Europe et les États-Unis, donc c'est une progression à nouveau, c'est un rebond que j'appelle technique par rapport à la baisse des 3 semaines précédentes, et on se retrouve par ailleurs avec un euro qui se stabilise autour de la parité actuelle avec le dollar. Alors au chapitre de ce que vous estimez être une bonne nouvelle, il y a la forte hausse des créations d'emplois aux États-Unis qui effectivement a surpris les marchés. Alors, d'un point de vue de la sphère réelle et de la mesure de la croissance, c'est une bonne nouvelle. Donc, toute chose égale par ailleurs, on a mis +1. On considère que c'est une bonne nouvelle. Toute chose égale par ailleurs. Les choses ne sont pas égales par ailleurs pour les marchés financiers, mais en tout cas, les faits sont là. L'économie américaine a créé 336 000 emplois au cours du mois passé. C'est bien sûr une bonne nouvelle parce que ça montre que l'économie américaine est très résiliente, qu'elle crée des emplois 2 fois plus que ce qui était anticipé par les économistes de marché. Donc c'est bien sûr, de ce point de vue-là, plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça montre que cette économie demeure encore non pas en surchauffe, mais demeure dynamique, en dépit donc des hausses de taux d'intérêt qui ont été décidées par la Fed. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue économique. Elle est moins bonne d'un point de vue du point de vue des marchés d'une façon générale. Good news is bad news, c'est exactement le terme qu'on pourrait employer. Au chapitre américain, toujours en termes de macro, au sujet de la macroéconomique américaine, c'est le CPI publié hier qui également a surpris les marchés à la hausse. Oui, au plan monétaire cette fois-ci, on a une inflation américaine qui se stabilise, donc qui a rebondi par rapport au point bas de l'été, qui se stabilise à 3,7. C'est le CPI. Ça remonte, ça remonte et se stabilise à 3,7%, le 4,1% pour le core inflation rate. Donc on voit qu'il y a dans ce rebond de 3 à 3,7 un contenu énergétique important évidemment. Ce qui compte c'est le core inflation rate, c'est donc le taux d'inflation récurrent ou corrigé des éléments volatiles, des composantes les plus volatiles de l'indice, et on se retrouve avec 4% à peu près, et 4%. C'est évidemment beaucoup moins que ce qu'on a connu depuis une année. C'est néanmoins encore 2 fois supérieur aux attentes de la Fed, ce qui montre que le sujet de l'inflation reste toujours un sujet important pour les marchés financiers et est un point négatif à nouveau, puisque les marchés n'ont pas en tête, je pense, 4% d'inflation qui me semble être finalement la réalité de cette année et des années futures. Donc c'est un point négatif. C'est un point négatif. Au chapitre géopolitique cette fois-ci, on en parle, c'est effectivement ce qui fait l'actualité cette dernière semaine, c'est les attaques du Hamas sur Israël qui prennent un virage malheureux aujourd'hui, ce matin, puisque Tsahal a ordonné aux Gazaouis d'évacuer la zone, d'évacuer la bande de Gaza, parce que dans les 24 heures qui arrivent, ils vont lancer un raid offensif au sol, et du coup, à force des choses, voilà, c'est... Alors, on ne s'attend pas à autre chose de la part de l'armée israélienne, et surtout relativement à ce qui s'est passé samedi dernier. Donc effectivement, c'est un point qu'on ne pouvait pas éluder pour les actualités des marchés financiers. Alors évidemment, on le dit et le redit, on le sait bien, toujours le sentiment que la géopolitique ou la politique ou la géopolitique importe peu par rapport à la marche de la finance. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Ukraine, tout le monde s'en moque, c'est plus un sujet. On parlera pas du... C'est plus un sujet financier. C'est plus un sujet financier. Le drame du Haut-Karabakh, ça n'a jamais été un problème alors que c'était un drame épouvantable. Cette semaine encore, un avion américain a été arraisonné dans le détroit de Formose, en face de Taïwan, tout le monde s'en moque. Donc effectivement, la géopolitique n'impacte pas les marchés jusqu'au moment où elle va l'impacter. Et ici, on sait très bien ce qui peut se passer en ce qui concerne... c'est une escalade au Moyen-Orient. Proche ou Moyen-Orient. On a effectivement, et le seul sujet qui intéresse les marchés, c'est bien sûr les champs pétrolifères qui sont juste à côté. La possibilité d'un blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, vieux sujet dont on parle depuis 30 ans, 40 ans,
et qui pourrait revenir au cas où effectivement la réaction militaire israélienne serait massive et où l'Iran serait accusé d'avoir directement aidé le Hamas dans ses opérations de samedi, ce qui n'est pas le cas. L'Iran a démenti avoir aidé le Hamas, mais bon, on sait que c'est un partenaire historique. Il y a des échanges au plus haut niveau entre l'Iran et le Hamas, et l'Arabie Saoudite, qui ont été annoncés aussi ce matin entre les deux parties de l'islam, les chiites et les sunnites, dont on sait qu'ils sont opposés, mais il y a quand même une sorte d'union sacrée, ou de discussion en tout cas entre les deux parties pour essayer de trouver une solution et éviter donc un embrasement de toute la région et de toute la région dont on sait très bien qu'elle est extrêmement sensible. C'est pas nouveau, mais l'habitude parfois nous fait oublier l'importance des risques. Ok, très clair. Écoutez, effectivement, on suivra avec attention cette situation géopolitique qui prend un tournant, un malheureux tournant ce matin. On va finir vos actus avec de la microéconomie et la publication des résultats trimestriels de LVMH qui sont en hausse, plus 9%, mais cette hausse ralentit et du coup, ça entraîne tout le secteur du luxe dans une sorte de spirale infernale. Alors, c'est pas les résultats, c'est le chiffre d'affaires. Les résultats des ventes. Oui, c'est vrai quand on est comptable ou analyste financier, un résultat... Le résultat des ventes, le chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires qui est donc en baisse. Le chiffre d'affaires à 19 milliards 980 millions au lieu de 20 milliards et demi, c'est un chiffre qui est 2,5% en dessous des attentes. Ça montre que le VMH n'est pas immunisé, évidemment, on avait eu tendance à croire le contraire. C'est ce que nous a dit la bourse avec une fulgurante progression des cours et des performances fondamentales, il faut le rappeler, de LVMH. Mais là, on se rend compte que, oui, il y a une sensibilité à la conjoncture économique générale. La demande faiblit un petit peu, notamment aux États-Unis. Ça monte pas ça monte pas autant qu'on pouvait l'estimer. Effectivement, l'inflation a renié, même si on s'y attendait vraiment pas beaucoup, puisqu'on pense que les super riches peuvent acheter continuellement. Non, en fait, l'inflation a renié malgré tout le pouvoir d'achat des super riches en Europe et aux États-Unis, et la situation économique en Chine, la consommation intérieure qui ne repart pas ou qui est poussive, a impacté effectivement les ventes. Il y a aussi un impact de change qui est important, qu'il ne faut pas négliger. Puisque par rapport au niveau de l'euro-dollar du troisième trimestre 2022, donc l'euro s'est beaucoup renforcé. Donc il y a un effet dollar, un effet change qui est important, comme l'a rappelé d'ailleurs LVMH dans son communiqué. En tout cas, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Pour LVMH, bien sûr, on a vu que le cours a bien baissé pour ses révisions de bénéfices, surtout pour les révisions de bénéfices de l'ensemble des entreprises. On voit qu'il y a une vulnérabilité, car même le premier de la classe est en difficulté, petite difficulté, mais en difficulté, c'est-à-dire que tout le monde derrière va suivre, ça risque d'être un peu compliqué. Alors il y a un contre-exemple avec Publicis, qui a revu ses objectifs dans le secteur d'activité. Dans un secteur d'activité très très différent et un niveau une taille évidemment bien moindre, qui est sans commune mesure, mais globalement, c'est un signal très négatif pour les bénéfices. Ouais, exactement. Et puis avant LVMH, il y a beaucoup de sociétés, Voltalia, Alstom, qui ont lancé des avertissements sur leur chiffre d'affaires, leur niveau de vente, et donc c'est probablement un phénomène qui va toucher beaucoup de secteurs d'activité auxquels il faudra faire attention tout au long de cette publication de résultats pour le troisième trimestre. On va finir non, c'est fini, mais du coup, par la force des choses, Eric, quelle est votre synthèse de la semaine? Synthèse est négative, donc -2 parce que j'ai mis +1 sur la première nouvelle, on aurait pu mettre -1 et ça aurait fait -4, mais globalement on est à -2, donc c'est une semaine négative en termes d'actualité. En fait, c'est une semaine épouvantablement négative puisqu'on a eu confirmation que les taux d'intérêt vont rester élevés, que la situation politique et géopolitique est quand même très dégradée et qu'on a une grande vulnérabilité des bénéfices. Donc c'est quand même une semaine très très négative. Donc semaine négative, bourse qui ne baisse pas, on reste effectivement toujours en dehors du marché pour les investisseurs qui ne souhaitent pas prendre de risques, qui ont une aversion au risque significative. Donc pour eux, le marché est fermé, est interdit depuis de nombreux mois déjà. En revanche, la dynamique des prix demeure encore légèrement positive. On sent que il y a une résilience du marché qui auto-entretient la psychologie positive des investisseurs. C'est pour ça que le marché tient. Cette résilience du marché rend les investisseurs plus optimistes, ça tourne tout seul.
d'une certaine façon, et ça explique, comme le montre cet indicateur, une stabilisation à un niveau un peu dangereux, mais un price momentum, quand on dit, qui montre toujours une forme de résilience, de résistance, et donc au total, les investisseurs qui acceptent un niveau de risque élevé peuvent rester investis. Ils se disent qu'ils auront toujours le temps de vendre quand ça se retournera. Hein, c'est comme ça qu'on peut raisonner. En revanche, les investisseurs qui ont qui ont une grande aversion au risque, d'une façon générale, on considère que, effectivement, il faut pas y être aujourd'hui. Voilà ce que résumer aujourd'hui. Pour cette semaine. Écoutez, merci beaucoup Eric de vos précisions, de votre œil, de vos commentaires. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan et avec nous tous les vendredis matins. On marque une dernière page de publicité dans cette édition du 13 octobre et on se retrouve juste après pour notre traditionnel point bourse. À tout de suite.